Ravi de vous accueillir tous ici à Télécom Nancy ce week-end. Donc il est 8h30, un samedi matin. Je suis content d'avoir un amphi à peu près plein devant moi. Il reste un certain nombre de personnes à arriver. Euh, on va officiellement, Cyril, euh, pour vous introduire cet événement. Bien. Y a pas de souci. Du coup, bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur le conseiller régional, monsieur le vice-président de l'Université de Lorraine, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille aujourd'hui pour ce congrès qui a pour thème élèves, ingénieurs et enjeux de transition. Il a été co-construit avec la COP3 étudiante. Il y a Cyril Zeda qui va parler après moi. Et c'est la consécration de mois de travail, de mois de doute, de fatigue, d'engueulade parfois aussi, mais surtout de mois d'espoir. Et en réalité, l'espoir, c'est un peu la genèse de cet événement, mais c'est aussi la genèse de notre engagement à toutes et tous. C'est cette force motrice qui va transformer nos craintes individuelles pour un avenir incertain en ce congrès qui, au final, a rassemblé des élèves ingénieurs de toute la France. Donc, comme l'a dit Yoann, amphi plein, ça n'arrive pas forcément souvent dans cette école. Mieux, en réalité, la volonté de cet étudiant, de ce congrès, pardon, c'est que vous croyez au pouvoir de transformer des métiers d'ingénieur ou qu'au contraire, des fois, vous avez l'impression d'être du mauvais côté de la balance. Que vous soyez extrêmement engagé ou que vous soyez venu ici juste par curiosité ou parce que vous avez vu la lumière et vous êtes rentré. Et bien, en réalité, le but de cet événement, c'est de permettre des échanges. Des échanges pendant 2 jours et des échanges entre vous, mais aussi avec nous, membres du BNI. Parce que aujourd'hui, dans un monde aussi incertain, en réalité, il est de notre devoir de porter votre voix. On est du coup l'association qui représente les 193 000 élèves ingénieurs. Et il est aussi de notre devoir de en fait, nous nourrir de vos expériences personnelles pour vous représenter au mieux ensuite. Donc, je nous souhaite à toutes et tous que ce congrès soit une bouffée d'espoir. Que les expériences partagées deviennent des bouées auxquelles on peut se raccrocher dans les moments de doute. Je vous souhaite d'excellents échanges. Je vous souhaite que ce congrès soit l'occasion de construire ensemble, surtout, et quelque chose qui fait du sens. Et je vous souhaite de prouver, surtout, que les jeunes peuvent et veulent être acteurs de leur futur. Je voudrais remercier en particulier donc, la région Grand Est pour leur soutien, en particulier monsieur le conseiller. Lorraine INP également et la Fondation Smera. Et je vais immédiatement passer la parole à Cyril Batelot, président de la COP3 étudiante, que vous pouvez applaudir bien fort. Merci Anna, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce discours inspirant et ce discours touchant, d'autant plus touchant que ce sont les mêmes éléments qui m'ont animé et qui m'ont permis de rentrer dans l'aventure de la COP3 étudiante. Il y a à peu près 2 ans, quand j'ai eu mon déclic écologique, j'étais très en colère. Je me demandais comment c'était possible que les grands de ce monde nous aient laissé en arriver là. Mais j'ai aussi perdu un peu foi en l'enseignement supérieur, parce que pour moi, l'enseignement supérieur, c'était un endroit où je devais m'épanouir intellectuellement, m'amuser associativement, mais surtout me préparer à être un acteur du monde de demain. Et j'étais assez frustré de voir qu'en fait, on ne nous préparait pas à ce monde-là, on ne nous expliquait pas le contexte qui allait être le nôtre pour les prochaines années. J'ai donc essayé de me former, d'avoir la vision la plus globale du problème pour ensuite apporter la solution la plus forte possible au niveau local, parce que c'est important d'agir pour ne pas tomber trop dans l'anxiété. Et donc c'est de là qu'est née la COP3 étudiante. L'année dernière, les 17, 18 et 19 mars 2023, nous avons organisé un événement à Angers pendant un week-end qui a pu réunir plus de 2000 personnes avec plein d'étudiants partout en France. Il y avait un forum des métiers engagés pour montrer qu'on peut vouloir avoir des convictions et en même temps gagner sa vie. Il y avait plein de conférences et de tables rondes sur plein de thèmes autour de la ville durable, autour de l'eau, de l'énergie, du journalisme, de la place des femmes. On a vraiment balayé large avec à chaque fois des experts, des chercheurs, des entreprises, des associations, des élus. On voulait vraiment mettre tout le monde autour de la table. Et surtout, la grosse fibre de notre événement, c'était un festival art et écologie pour réunir les gens. Et ça a pu donner lieu à beaucoup de rires, beaucoup de pleurs, mais surtout beaucoup d'imaginaire. Les gens ont pu se projeter pour voir ensemble qu'est-ce qu'ils voulaient construire. Donc ces messages d'espoir-là, c'est ceux que j'ai retrouvés dans la démarche du BNEI. Et donc quand ils nous ont demandé de venir co-organiser ça avec eux, on était très contents.
Parce que nous, la COP3, elle a donné lieu à plein d'initiatives, à plein de rencontres. Il y a plein d'universités qui veulent en organiser maintenant et qui nous demandent comment faire. Et à Angers, localement, on a créé un réseau d'étudiants qui sont maintenant beaucoup moins isolés et qui peuvent communiquer. Donc, vraiment, le message d'espoir dont Anna parlait tout à l'heure, c'est les échanges. Mais je voulais aussi dire un petit mot sur le volet ingénieur qui nous questionne beaucoup en ce moment. Je pense que ma communauté a besoin de se remettre en question et de faire preuve d'humilité. De faire preuve d'humilité face aux scientifiques, face à la science qui nous rappelle qu'on ne peut pas repousser les limites comme on le voudrait à chaque fois. Humilité face au vivant, le vivant que nous connaissons très peu, que nous détruisons beaucoup alors qu'il nous apporte énormément. Et humilité face à la société. La société nous accorde un statut particulier et privilégié et compte sur nous pour la faire progresser. Donc pour ça, en fait, l'ingénieur, selon moi, doit vraiment être à l'écoute. Il doit avoir des compétences pour comprendre les contextes socioculturels, mais aussi une expertise technico-économique pour vraiment renseigner les dossiers et ne pas laisser des fausses promesses décevoir le progrès qu'on essaie vraiment d'apporter. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce congrès, c'est de vous apporter tous ces éléments-là, mais surtout beaucoup de fun, parce que c'est ça qu'il faut pour rester engagé et rester motivé. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir échanger, rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit pour donner du sens à vos questions de maintenant ou juste pour découvrir de nouveaux concepts. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Et on peut accueillir ensuite Jean-François Husson, conseiller régional Grand Est, qui va pouvoir nous exprimer le pourquoi de sa présence parmi nous aujourd'hui. Donc beaucoup d'applaudissements pour lui. D'abord, juste quelques mots pour vous féliciter les élèves ingénieurs et puis féliciter la présidente. C'est très bien d'avoir organisé cette manifestation. Pour tout vous dire, je me suis dit, je ne vais pas rêver à 8 heures parce qu'en général, les étudiants, ça fait la bringue. C'est assez logique. Si, le matin, ils vont avoir des petits yeux et on disait à l'instant avec mon voisin que c'est plutôt, enfin en tous les cas pour moi, rassurant et encourageant de vous voir aussi nombreux et surtout après avoir entendu les quelques mots d'introduction et de bienvenue qui viennent d'être prononcés parce que j'y retrouve beaucoup de sens. D'abord, vous allez découvrir Nancy, qui est une ville particulièrement importante dans le milieu universitaire, puisque rapporté au nombre d'habitants, c'est en France la ville et la métropole qui accueille le plus d'étudiants, 57 000. Je crois que vous êtes quelques-uns, et vraiment très minoritaires à être sur la Lorraine et sur Nancy, et je veux vous en féliciter. Ça montre que c'est aussi une terre d'excellence, et puis c'est aussi une terre de transition. Vous l'avez dit, je vais en dire 2 mots sur la transition écologique, mais c'est aussi une terre de transition démographique. Puisque dans notre région, la Lorraine, je pense que un certain nombre d'entre vous vous êtes dit certainement il fait froid, c'est un peu gris. Ça, c'est les images d'hier pour le côté grisaille. Parfois, il fait encore frais. Et pour la grisaille, c'est une région industrielle et qui a donc brassé des populations et qui a accueilli et qui a su intégrer. Quand vous êtes dans le nord du département, de la Meurthe-et-Moselle et de la Lorraine, vous avez beaucoup d'origine polonaise, italienne notamment. Voilà. Et c'est aussi pour dire que nous devons rester une terre d'accueil et de brassage des populations. Vous comprenez très bien le message que je dis. Vous êtes aujourd'hui des élèves ingénieurs. Moi, j'ai une grande admiration pour les ingénieurs. Je vais vous dire pourquoi. Une formation juridique et littéraire. Et les ingénieurs, vous marchez plus sur 2 pieds. Donc nous, on réfléchit, on imagine. Moi qui suis assez engagé aujourd'hui dans la politique, on est un peu, enfin, on nous reproche d'être trop politique, etc. Vous mettez à la fois la réflexion et la science. Et ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez finalement à essayer de transformer les deux dans le même pas de temps. Là où un certain nombre, quand vous êtes en médecine, vous êtes plutôt sur traiter, imaginer, innover. Et parfois, il manque à côté, je dirais, la réflexion qui permet de porter le message. Vous êtes dans ce double cursus, cette double formation. Donc vraiment, je voulais vous en féliciter. Et puis également dire, alors vous disiez que vous étiez à Angers l'an dernier. Angers, c'est quand même une terre
en termes d'écologie, peut-être un peu plus sous les feux de l'actualité aujourd'hui, avec l'ancien maire qui est un ministre, et qui est également un ami, puisqu'on a siégé ensemble au Sénat, puisque je suis également sénateur. Mais c'est pour démontrer que c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, très investi dans le domaine. Et j'espère que vous allez pouvoir aujourd'hui, et pendant ces 2 jours, travailler pour poser un peu les fondations aussi du monde de demain. Je vais terminer par là parce qu'il se trouve qu'actuellement, je m'en prie, voilà. Donc vous accueillez le président Olivier Festor. Et tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui, vous avez parlé d'espoir, de travail sur l'avenir. Aujourd'hui, on est en France avec une difficulté supplémentaire. En dehors des sujets d'écologie, de transition, on a quand même un gros sujet de finances publiques, de dette. Et je me bats actuellement pour essayer de faire en sorte, avec d'autres, qu'on transforme cette difficulté et surtout qu'on y porte remède. Parce que je ne souhaite pas laisser aux générations actives d'aujourd'hui et à vos générations qui arrivaient, finalement, cette double dette. La dette écologique, environnementale et climatique, et une dette financière qui serait trop importante. On a, nous, un devoir aujourd'hui, c'est de corriger le tir, d'y porter remède et de faire en sorte, comment dirais-je, d'alléger le fardeau par des efforts partagés. Et ces efforts partagés, ce n'est pas aux jeunes, parce que vous l'avez dit, vous êtes l'un et l'autre, vous avez bien posé les enjeux. Bien, je pense que notre responsabilité, elle est celle-ci, et la région Grand Est s'attache par notamment, il y avait avant un pacte étudiant qui est devenu un pacte compétences, à faire en sorte d'accompagner, autant que faire se peut, l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur filière. Et évidemment, les écoles d'ingénieurs, c'est plus de 30 écoles d'ingénieurs, publiques ou privées, qui sont sur la région Grand Est, qui est la 2e région industrielle de France, après l'Île-de-France. C'est dire que nous avons encore des potentiels d'emploi. Et je terminerai par là en disant que c'est d'ailleurs un des enjeux aujourd'hui de remédier par la formation à la montée en compétences et surtout à la pénurie de compétences et d'emplois qui commence à se faire jour un peu partout. Et peut-être aussi la raison pour laquelle, ce qui permet de boucler la boucle, il faut savoir être ouvert par Erasmus, mais également, certainement et probablement, en continuant d'accepter, d'accueillir des étudiants de toute formation, évidemment en France, mais peut-être aussi pour des formations de jeunes venant de l'étranger. Je vous souhaite donc vraiment de bons travaux. Je vous souhaite un beau week-end à Nancy, mais normalement, comme la météo l'a annoncé, il va faire beau. Et nous comptons sur vous, j'espère, pour que le séjour se passe au mieux, évidemment dans le travail, mais sans oublier le côté festif. Merci. Merci à vous. Je vais donc appeler Monsieur Festor pour Lorraine IMP. Bonjour à toutes et à tous. Par modestie, certainement, monsieur le sénateur vous a dit qu'il faisait beau ce week-end. Il fait toujours beau à Nancy. C'est une des caractéristiques de notre territoire. Et c'est certainement le seul effet positif, en tout cas à court terme, sur les transitions que nous sommes en train de vivre. Très heureux de vous accueillir ici, d'abord parce que c'est un campus et une école que je connais bien pour l'avoir animé pendant 10 ans. Aujourd'hui, j'anime 11 écoles de l'Université de Lorraine. Pour celles et ceux qui viennent d'autres régions ou d'autres écoles, vous êtes là aujourd'hui dans un creuset d'élèves ingénieurs, 6500 élèves ingénieurs en 11 écoles, un cycle préparatoire. Tout ceci au sein d'une université. Alors j'avais prévu de vous parler d'un certain nombre d'initiatives
qui se font parce que la transition écologique, les transitions, on en parle. Les écoles d'ingénieurs ont cette agilité qui permet de construire vite des cursus qui sensibilisent, qui forment. L'Université de Lorraine, au travers de sa présidente, a, dès sa nomination, il y a maintenant 2 ans, mis les transitions au cœur de la politique de l'université et l'incarnation, la personne qui porte cette mobilisation politique, c'est Guilhem, juste après. Donc je vais pas détailler sur l'université, simplement en lisant le programme de votre colloque aujourd'hui, j'ai 2 réflexions. La première, c'est les sujets que vous allez traiter sur ce week-end, ils sont réels, ils sont d'actualité, l'urgence est réelle. Simplement, derrière l'urgence, il y a l'opérationnalisation, ce que j'appelle l'opérationnalisation entre la volonté de transformer vite et l'évolution des sociétés, le cadre réglementaire. Voilà, tout ça, il faut le bouger. Parfois, ça peut prendre des temps. Les écoles d'ingénieurs ont cette agilité. Une formation d'ingénieur peut évoluer, même fortement d'une année sur l'autre. On peut assez facilement faire évoluer une maquette pédagogique. C'est un petit peu plus compliqué dans un cadre universitaire, tout simplement parce qu'on a un cadre réglementaire. Changer un master, c'est des durées d'accréditation, c'est 5 ans. D'une part, donc cadre réglementaire, donc voilà, pensez à ces temps-là quand vous réfléchissez aussi dans ces transitions. Elles peuvent être conditionnées par un certain nombre de temps. Alors je parlais 5 ans pour les masters. Deuxième élément de l'opérationnalisation de ces changements, c'est le passage à l'échelle. Télécom Nancy, c'est aujourd'hui à peu près 400 élèves. Je disais, Lorraine INP, l'école la plus fournie en termes d'élèves, on est tout juste en dessous de 1000 élèves. Mobiliser 1000 élèves, intégrer des sensibilisations, des formations à destination de 1000 élèves, c'est pas facile, mais c'est faisable. On arrive à faire ça relativement rapidement. L'Université de Lorraine a l'ambition de le faire pour l'ensemble de ses étudiants. Et là, on a un facteur d'échelle de 10 à 12. On passe de 6 000 ou de 6 500 à 60, 65 000. Peut-être un petit peu moins maintenant, à cause pour des raisons démographiques. Voilà. Donc, intégrez ça dans vos réflexions. C'est ces 2 dimensions-là qui sont l'opérationnalisation à la fois dans le temps et sur le passage à l'échelle. Au niveau des engagements, je ne peux que témoigner de l'engagement des écoles, des universités. Je pense que vous êtes toutes et tous élèves ingénieurs en école, hein, normalement. En étant au BNEI, je peux aussi vous garantir, vous assurer de la mobilisation des réseaux dans lesquels sont vos écoles. Alors, il y a des réseaux dont je peux parler plus facilement que d'autres, parce qu'il se trouve que j'ai présidé le groupe INP pendant 2 ans, où c'est durée des mandats. Nous avions mis en place à l'époque une animation à l'échelle nationale sur la transition écologique. C'est le trophée Gaïa que vous connaissez, Madame la Présidente. Voilà, alors on trouve ceci au niveau bien sûr du groupe INP, mais vous trouverez ça alors, dans l'ensemble de vos réseaux. J'en suis persuadé. Au niveau national, le gouvernement, bien sûr, ces mobilisations-là, et puis je vais aller un niveau plus loin et revenir à l'Université de Lorraine au travers de l'implication sur les transitions à l'échelle européenne. L'Université de Lorraine est partenaire, je vais dire partenaire leader, parce qu'on est la plus grande université de ce partenariat, d'une alliance européenne qui s'appelle Eureka Pro. Et le cœur de la mission d'Eureka Pro,
est focalisé sur l'un des 17 objectifs de développement durable, en l'occurrence c'est sur l'ODD 12, qui porte sur la transition bien sûr, mais sur la production et la consommation responsable. C'est le cœur de cet objectif. Et ce qui est particulièrement intéressant au travers de cet engagement de l'Université de Lorraine, c'est que production, consommation responsable, ça intègre un ensemble de dimensions scientifiques, de disciplines scientifiques qui mobilisent les chercheuses, les chercheurs, mais également et avant tout les écoles d'ingénieurs, que ce soit dans le domaine de la logistique, dans le domaine de l'exploration, je vais dire un gros mot, dans le domaine du nucléaire, sur le retraitement des déchets, où on a une grosse activité aujourd'hui sur la prolongation des centrales, sur les circuits courts, sur les nouveaux types d'aliments au travers de l'école d'agronomie. Et voilà, grosse mobilisation des formations d'ingénieurs. Et je terminerai là-dessus. J'ai la chance, au travers de ma mission, de participer à, pour des raisons d'agenda, on va dire 10 sur les 11 remises de diplômes des écoles de Lorraine INP. Puis mon message est toujours le même depuis 10 ans, et il prend peut-être encore de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, plus d'importance. C'est vous réfléchissez à un sujet d'actualité, à une urgence. Ne confondez pas urgence et précipitation, enfin vitesse et précipitation par exemple, pour traiter cette urgence. Et puis surtout, parce qu'on le voit apparaître de plus en plus et arriver à l'Université de Lorraine il y a quelques mois, vous êtes des scientifiques. Les réponses à l'urgence climatique, au développement durable, viendront par des changements sociétaux, mais viendront aussi et avant tout par la mobilisation des scientifiques, des ingénieurs et des ingénieurs qui vont construire des technologies qui répondront à ces enjeux et qui permettront de trouver des solutions qui sont équilibrées pour le développement de l'humanité. Donc mon message surtout, c'est vous êtes des scientifiques, vous avez le droit d'interroger la science, c'est le cœur même d'une approche scientifique, mais s'il vous plaît, ne reniez pas la science. Excellent colloque, et je passe la parole à Guilain. Merci Olivier. Ils m'ont tout piqué mes éléments de discours, merci. Bienvenue à vous donc à l'Université de Lorraine. Donc vous avez compris, c'est assez particulier dans le paysage français que les écoles d'ingénieurs soient dans l'université. Ça existe ailleurs évidemment, mais c'est quelque chose de particulier. Nous est arrivé en tant qu'école d'ingénieurs en 2012. Avant, on était un INP donc, à part entière. Donc, ça a été un petit traumatisme quand c'est arrivé. En fait, pour moi, c'est une chance. C'est-à-dire que moi, je viens d'une des écoles d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSIC, qui est une école de procédés qui est au centre de Nancy. Et effectivement, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Et au final, je pense qu'on en retire beaucoup de points positifs. Tu t'en as listé plusieurs. Mais le fait de travailler, d'avoir vraiment beaucoup plus d'occasions de travailler avec les sciences humaines et sociales, avec les arts, lettres et langues, avec les psychologues, avec les gens de droit, c'est quelque chose, voilà, on a vraiment découvert ce que c'était que l'interdisciplinarité. Donc moi je pense que c'est vraiment une chance pour les écoles d'ingénieurs d'avoir finalement participer à cette construction d'une université vraiment très large, très interdisciplinaire. Alors, je vais quand même... voilà. Donc moi j'ai le titre d'ingénieur, comme vous allez l'avoir bientôt, mais je me suis un peu perdu, je suis devenu chercheur, donc c'est un peu dommage. Voilà, j'avais des idéaux comme ça, je voulais... Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, peuvent se poser la question. Pourquoi pas faire une thèse après mon titre d'ingénieur, parce que la recherche, etc., pourrait... Et je suis tout à fait d'accord avec Olivier.
pense qu'effectivement, la science est une réponse. Après, on peut discuter autour de la technologie, autour de l'innovation. Voilà, il y a des vraies questions de fond qui se posent et des questions qui ne sont pas que de sciences dures, entre guillemets, mais qui sont aussi des questions de sciences sociales, de comprendre finalement comment la science a apporté à la société au cours de ces 2 derniers siècles, aussi comprendre quel a été l'impact du développement technologique, des impacts très positifs et des impacts négatifs sur l'environnement en particulier, mais pas uniquement. Toute cette approche historique, elle est extrêmement intéressante. Et en fait, mon message, c'est de vous encourager à comprendre le monde passé, comprendre les problèmes qu'il y a eu, comment on les a résolus, et aussi arriver à se projeter sur l'avenir. Un avenir qui peut paraître sombre, mais en fait, il y a plein de possibilités. Je vous encourage à regarder, par exemple, les scénarios de l'ADEME sur les différentes possibilités qui sont devant nous d'après l'ADEME. C'est des projections, c'est pas des prédictions. C'est extrêmement intéressant de voir qu'on a tout un tas de possibilités, tout un tas de choix de société possibles. Et donc aujourd'hui, vous allez travailler autour de ces sujets-là. Un de vos objectifs aujourd'hui, ça va être de découvrir, j'ai vu la fresque du sol, j'ai vu tout un tas de choses super intéressantes. Et voilà, pour faire des bons choix dans vos carrières en tant que citoyen, évidemment, il faut comprendre. Et je pense que peut-être, nous, l'erreur qu'on a pu faire par le passé, c'était d'être finalement dans des espèces de tuyaux. On était ingénieur, on allait bosser dans l'industrie, on regardait à la sortie de l'école, c'était quoi le meilleur salaire. Enfin voilà, des raisonnements un peu basiques. Vous êtes devant un défi qui est justement de bien comprendre ce qui se passe dans le monde, de faire des choix. Voilà, je vous donne quelques éléments de boussole, on pourrait dire. Donc, premier élément, comprendre ce qui le monde passe, tous les enjeux environnementaux, mais aussi sociétaux, etc. Deuxième élément, à mon avis, c'est de garder vos valeurs morales. C'est-à-dire que, effectivement, vous allez faire des choix de carrière, vous allez peut-être rentrer, effectivement, au service d'un grand groupe industriel, parfois, et dans votre tête, il faudra garder vos valeurs. Vous êtes rentré ici dans une entreprise, il y a une hiérarchie, il y a tout un ensemble de contraintes, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut toujours se dire, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis utile à la société? Est-ce que ce que je fais dans mon quotidien, c'est compatible avec mes valeurs environnementales, par exemple? Et pour moi, il n'y a pas d'interdit. On peut être très utile à la société dans des grands groupes qui, par ailleurs, ont des vrais problèmes environnementaux. Ça peut, alors c'est ce qu'on appelle la théorie du Khmer vert, hein. On va avec ses idéaux dans une entreprise et puis on essaie de la transformer à l'intérieur. C'est possible. Ça correspond à certaines personnalités, pas à d'autres. Tout est possible. Moi, je dis, pas sûr qu'il y a... Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de se demander si ce que produit l'entreprise, comme service, comme bien, est-ce que c'est vraiment utile à la société? De ce point de vue-là, par exemple, pour moi, le pétrole est plus utile à la société parfois que les cosmétiques, par exemple. Et c'est mon avis perso. Chacun d'entre vous peut avoir un avis différent. C'est pas pour ça que je vous encourage à aller chez certains grands groupes pétroliers, parce qu'ils ont des grosses casseroles parfois, mais je pense que c'est intéressant de comprendre quelle est l'utilité des produits que vous allez fabriquer en tant qu'ingénieur. Pour moi, c'est une des clés quand même. Et puis, donc la dernière chose, c'est par rapport à l'innovation, ce que je voulais vous dire. L'innovation technologique, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être conservé. Enfin, il faut poursuivre l'innovation parce que pour certains enjeux de souveraineté en particulier, de réindustrialisation, parce que je pense qu'il faut réindustrialiser la France pour justement, et la France et l'Europe pour justement être capable de produire des biens utiles. C'est important de continuer à innover, mais il ne faut pas faire promettre trop de choses à l'innovation. Je pense qu'actuellement, ce qu'on fait à tort, côté de la recherche, premier à battre ma coulpe là-dessus, c'est qu'on va tendance à promettre à la société des solutions technologiques pour résoudre les problèmes environnementaux globaux.
Et autant je pense que l'innovation est capable de résoudre beaucoup de problèmes environnementaux locaux, des problèmes de pollution, des problèmes d'adaptation au changement climatique, etc. L'histoire nous enseigne qu'il y a un effet très pernicieux qui s'appelle l'effet rebond. Et en général, beaucoup de technologies qu'on a développées ces dernières décennies ont subi cet effet rebond. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des baisses de consommation énergétique parce qu'on avait par exemple de la 5G au lieu de la 4G, la 5G est plus performante que la 4G par rapport à la quantité de données envoyées, et son déploiement massif entraîne finalement une augmentation de la consommation d'énergie parce qu'elle charge plus de flux vidéo, voilà, un tas de soucis. Donc, ce n'est pas un drame, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Et du coup, il ne faut pas survendre les technologies auprès des citoyens. Je pense qu'en tant que citoyen, il faut qu'on devienne des citoyens beaucoup plus sobres. Et donc, je terminerai par là. Je pense qu'il faut qu'on soit des citoyens sobres et joyeux. Et je vous encourage à devenir des ingénieurs enthousiastes et enthousiasmants pour les gens qui vous entourent. Je terminerai là-dessus.